retour de PMML, Patrice Ménard, multilogement. Un vieil ami à moi, je l'ai rencontré, ça doit faire à peu près une dizaine d'années. J'ai eu la chance de rencontrer Patrice et Sana en Jamaïque, donc lors de la semaine des millionnaires du Club des investisseurs immobiliers. On avait fait 2 fois le même resort, 2 années collées, tellement c'était un endroit fantastique. Donc, Patrice et Sana, des gens de cœur, des gens fantastiques. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Alexandre Boisvert, Thierry Sanlal, 2 courtiers, un courtier hypothécaire, un courtier immobilier, 2 courtiers qui travaillent avec l'équipe de Patrice Ménard. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Super, super. On arrive du 5 à 7 des mordus, donc on fait un entremède pour venir vous jaser, gang de mordus. Vous allez vraiment être chanceux ce soir. Vous pouvez poser vos questions comme à l'habitude. Donc, si vous avez des problèmes de financement commercial, Alexandre va pouvoir vous aider. Puis, si vous voulez faire de l'investissement en immobilier multilogement, puis je pense que tu te fais une petite spécialité maintenant dans le neuf. Oui, depuis quelques temps, oui. Depuis quelques temps, il se spécialise dans le neuf. Donc, si vous avez des questions, immobilier, multilocatif, que ce soit de financement ou de l'achat, des rendements, ces choses-là, on a 2 experts pour vous. Même chose que d'habitude, les mordus, vous devez taguer un ami, vous devez partager le live, puis nous dire d'où vous venez. Donc, dites-nous de quelle ville vous êtes. On veut savoir d'où vient notre crowd ce soir. Le thème de ce soir, immeuble locatif neuf et récent. Donc, partez vos questions là-dessus. Première question, on va y lire à la fois. Qui veut commencer? Alexandre, qu'est-ce qui est important pour toi? Puis, c'est quoi ta mission en tant qu'individu? Ce qui est important, c'est des gens qui veulent apprendre et qui sont prêts à écouter. Souvent, on a des objectifs, on a des plans, puis on tient beaucoup à cœur. C'est beaucoup d'investissement aussi en immobilier. Hein? Fait qu'on investit beaucoup de temps et d'argent. Mais ça, on peut pas à écouter les intervenants qui sont là pour nous aider, pour nous guider, puis qu'on est fermé à l'idée. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui est important pour moi, c'est des clients qui veulent apprendre, quitte à même m'apprendre, mais qui vont être à l'écoute de ce que je veux leur dire, puis les coacher, voire même. Puis je veux travailler avec des gens non seulement qui veulent apprendre, qui veulent aller loin, qui veulent réussir aussi également. Je veux qu'on devienne des partenaires. Good. C'est important ça. J'ai un peu la même mentalité que ça. Moi, je me dis, quand on travaille avec des gens qui deviennent nos clients, bien, si ça devient des amis, si ça devient des partenaires, si on travaille à répétition avec eux, bien, à un moment donné, c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus léger de travailler. Pourquoi? Parce qu'on se connaît, et on connaît la recette qui fait qu'on a du succès ensemble en tant que 2 professionnels qui travaillent ensemble. Ça devient plus facile, parce que comme tu dis, on se connaît beaucoup, puis souvent, de mon côté, on a toutes les informations financières par rapport à ces gens-là. On a vu d'autres projets dans le passé, on sait vers où est-ce qu'ils s'en vont. Fait que le processus de financement devient beaucoup plus rapide. Parfait. Avant de passer à la mission de Thierry, on a Martin Grandmont, bonsoir de Drummondville, Marco Guérin, bonsoir en direct de Sherbrooke, Yves-Michel Deschênes en direct de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, on fait vraiment la grande région de Montréal. Là. On va jusqu'à Drummondville, Sherbrooke. Belle soirée ce soir. Thierry, ta mission à toi? Croître avec les clients, grandir avec les clients. C'est le fun, ça. Ouais. Je dois dire qu'avec Thierry, on a fait 2 transactions, une transaction? 3 transactions. 3 avec un petit 8. Ben oui. Le petit 8 le premier. Good. Ouais. Fait que ça a été super le fun de travailler avec Thierry. Il est là pour ses clients. Facile à rejoindre, toujours à la recherche de solutions créatives pour faire avancer un dossier. Fait que c'est le fun quand tu arrives avec un courtier puis qui ne te dit pas ben arrange-toi, trouve une solution. Non. Thierry travaille vraiment avec nous autres pour nous aider à avancer plus vite, puis à libérer aussi la charge de travail, parce qu'un investisseur immobilier, on n'est pas toujours 100% dans l'immobilier, on a d'autres choses. Fait que là, des fois, ça devient difficile de gérer nos projets quand le courtier n'est pas là pour nous appuyer. Puis, ça n'a pas été le cas avec Thierry, il est vraiment là pour appuyer ses clients. Donc, est-ce que vous êtes prêts qu'on parte? Parce que d'habitude, on a 2 pages, là, on a 3 pages. On va être équipés ce soir. Voulez-vous de la matière? On va en avoir les mordus. On a tout d'autres monde qui tag, là? Ça va bien? Ça monte? Mascouche, Laval, parfait. Ça avance, ça avance. Fait n'oubliez pas de vous taguer un ami, dites d'où vous venez, puis partagez le live. On va vous demander un petit peu de vous décrire un petit peu. C'est quoi votre rôle chez Patrice Ménard Multilogement, PMML? Bien, au fait, c'est vraiment de mon côté, mon travail principal, c'est d'aller chercher du listing. OK. Lister un maximum pour que les acheteurs aient un maximum à acheter, être sûr que tout le monde est satisfait dans la transaction, puis faire monter les statistiques de vente annuellement. Parfait. Donc, toi, aller chercher des listings pour avoir un catalogue de possibilités qui est le plus large possible. Dans le neuf, dans l'usager, plus petit, plus gros, je travaille dans 12 en montant, donc c'est vraiment d'aller chercher un éventail. Parfait. Alexandre?
Moi, j'ai un gros mandat, encore dans le financement de la construction neuve. C'est un domaine qui est en effervescence. On en a parlé dans le passé avec Patrick, je crois qu'on a fait une capsule vidéo aussi. C'est d'encadrer les gens là-dedans, mais de développer ce marché-là pour l'entreprise ici. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui veulent en faire, mais qui ne sont pas nécessairement bien encadrés. Fait que le marché de la construction neuve, c'est beaucoup mon marché. Bien sûr, on fait de l'existant, bien évidemment, pour du financement multilogement. Parfait. Puis, comment pourriez-vous décrire un ou l'autre, ou peut-être les deux si vous avez chacun votre opinion, là, mais comment pouvez-vous décrire, parce que Patrice, non, multilogement ne faisait pas de courtage hypothécaire, hein, maintenant, il y a quelques courtiers hypothécaires qui se sont joints. Comment ça complémente votre travail? C'était vraiment naturel. Parce que toi, tu étais là avant qu'il y ait des courtiers. Qu'est-ce que ça l'a amené comme dynamique? Absolument, parce que c'était juste naturel d'avoir un suivi pour nous au niveau du financement. C'est quelque chose qui était un peu plus difficile. En fait, on faisait notre suivi avec les gens qui faisaient le financement. En étant in-house, ça rassure vraiment les vendeurs de voir qu'il y a quelqu'un chez nous qui s'occupe du financement et qui travaille un peu comme nous, on travaille les dossiers de vente ou de transaction. Puis en même temps, ça consolide l'information, le discours que des courtiers comme Thierry vont avoir. Je vais avoir le même discours de mon côté si on parle des chiffres, des statistiques, tout ça, vice-versa. Donc, on ne parlera pas de deux langages différents, puis il n'y aura pas de mauvaise communication. Souvent, ça va beaucoup plus vite aussi. Parce que c'est à l'interne, tout se fait à l'interne. On n'a pas besoin d'envoyer un courriel, savoir quand est-ce que le financement va être prêt. Là. Hey, salut Alex, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est rendu là dans le dossier, parfait, merci. Super rapide. Il y avait une question, c'est comme simplement vous introduire, peut-être nous dire c'est quoi mettons votre elevator pitch. Qu'est-ce que vous diriez au mordu pour dire qui je suis moi chez Patrice maintenant? Avez-vous préparé ça, un elevator pitch? Parce que vous travaillez avec Christian Pomerleau, c'est lui qui m'a montré ça. J'espère qu'il vous l'a montré. Intéressant, l'elevator pitch. Moi, je te dirais, c'est vraiment de créer une valeur. Créer une valeur. Créer la valeur. Au fait, donner l'information pour que l'investisseur lui-même voit la valeur dans le produit. Bon, c'est bon, j'aime ça. J'aime ça parce que souvent, si on se rend compte par nous-mêmes qu'il y a un potentiel dans un immeuble parce que c'est bien présenté, bien, ça va nous exciter et on va être enclin à faire une offre d'achat plus rapidement. De son côté. C'est un peu la même version aussi au niveau de financement. Je pense que le gros edge qu'on a, c'est vraiment dans la présentation du dossier. On sait comment les prêteurs veulent voir un dossier, on sait quelles informations sont importantes pour eux. Donc, c'est la différence d'aller voir un prêteur directement versus un courtier. Non seulement on connaît le marché, mais on sait ce que le prêteur veut. Donc, le dossier va être fait en conséquence du prêteur en tant que tel. Je comprends. Donc, tout est dans la présentation. Good. On va faire la section 2 avec Alexandre. Oui, allons-y. Parfait. Ouais. Donc, financement pour construction d'immeubles multilocatifs neufs. Parle-moi un petit peu de ça, là, voir, là, c'est quoi, est-ce qu'il y a une différence entre du financement neuf et du financement usagé? Oui, il y a une énorme différence. Dans le fond, quand on parle de financement neuf, c'est le financement de construction. Donc, dans le jargon du métier, on appelle ça le bridge. Le prêt-pont, c'est un prêt temporaire. Très court terme, généralement. Très court terme. Habituellement, ça va être de 6 à 18 mois, même voire 24 mois, dépendamment de la grosseur de la bâtisse du projet à construire. Donc, court terme, souvent, majoritairement, c'est du taux variable. Ça va suivre la fluctuation. Exactement. De toute façon, c'est pas tellement grave parce que c'est rare, ça augmente de 2% dans le même 6 mois. 6 mois, un an, exactement. Les taux vont souvent être basés sur le prime. Donc, prime plus un pourcentage. Mis à part ça, aussi va être regardé d'une façon différente. Donc, comparativement à du long terme, on va regarder les revenus de l'immeuble. Là, on va se baser sur du projeté et des coûts de construction. Donc, on va vraiment regarder combien ça coûte bâtir l'immeuble, puis qu'est-ce que ça vaut après la fin de la construction, quand l'immeuble va être livré. Good. Puis, disons, je me lance en construction, je t'appelle, on fait un financement. Ça va être quoi les critères à considérer, là, les éléments, les principaux éléments qu'il faut tenir compte pour bien négocier, bien magasiner son prêt de construction neuve? Il y a 3 facteurs principaux. Là, je ne parle pas vraiment de technicalité, mais vraiment par rapport à un dossier de financement. Donc, 3 facteurs à considérer. Là, c'est le temps de prendre des notes. Oui, puis sinon, vous l'avez, page 40-41 du magazine des mordus de l'immobilier. Parfait. Premièrement, l'expérience qu'on a dans le domaine, autant en tant que gestionnaire qu'en tant qu'investisseur puis contracteur. Donc, même si j'ai un super bon deal, les chiffres se tiennent, la banque va considérer qu'est-ce que je suis comme entrepreneur en construction. Exactement, puis aussi en tant qu'investisseur, parce que tu peux avoir un contracteur qui va le faire pour toi, là, forfaitaire. Donc, je dois avoir un bon portfolio pour que la banque me considère comme un investisseur solide. Oui, ça va dépendre aussi du projet. Si on parle d'un 6 logements, 8 logements, 12 logements, c'est pas la même chose que si on rentre dans
16 portées plus. Je comprends. Donc, l'importance de l'expérience va être moins grande. OK. Donc, l'expérience autant en tant qu'investisseur, gestionnaire que contracteur. Donc, si on fait affaire avec un contracteur qui n'a pas d'expérience dans le même type de bâtiment, disons qu'on a un contracteur qui fait beaucoup de résidences principales, à la fois des maisons, des chalets, ces choses-là, c'est pas le même type d'actif. OK. Donc, dans le même type, même catégorie de building. Tout à fait. Donc, moi, j'ai beaucoup d'expérience dans le multilogement, mais je n'ai pas d'expérience dans le condo ou dans les maisons de ville. Donc, si j'avais un projet de construction à faire, je serais considéré si je bâtis du multilogement et peut-être moins si je bâtis de la maison de ville. Exactement. Ça dépend encore de la grosseur du projet de maison de ville. Ouais. Si on parle, c'est pas 12 maisons de ville, ça se ressemble beaucoup. Okay. Peut-être le nombre d'étages va être un peu différent. Je comprends. Mais on a vraiment juste fait des maisons unifamiliales. Puis là, on se lance dans un 12 logements. Ça se peut que le prêteur ne soit pas super à l'aise parce qu'il veut savoir c'est quoi ma capacité de livrer le projet sans qu'il y ait de pépins. Donc, on ne veut pas qu'il y ait d'hypothèque légale, etc. Good. Deuxième point. Oui, deuxième point noté. On va avoir la valeur financière des emprunteurs. OK. Donc notre valeur nette. Principalement la valeur nette, donc actif moins passif. Puis les liquidités, bien sûr, pour la mise de fonds. Donc, est-ce que je suis capable de injecter suffisamment pour en Tout à fait. Donc, voir la mise de fonds. Voir la mise de fonds qu'on va avoir à injecter. Puis, va aussi, s'il arrive un pépin, est-ce qu'on est en mesure de répondre à ce pépin-là avec un peu de liquidité. Okay. La valeur nette doit être suffisante. Puis, troisième facteur, c'est la valeur de l'immeuble versus les coûts de construction. Si tes coûts de construction sont plus élevés que ta valeur à la livraison, ou du moins trop élevés, ça se peut qu'on ait un peu de difficulté à financer le projet, de toute façon, ça montre que ton projet n'est pas rentable. Oui, c'est ça. Mais dans le plus petit, ça peut arriver à l'occasion qu'on va avoir des petites fluctuations, ton coût va être un petit peu plus élevé. La banque va faire quoi? Elle va te demander une mise de fonds plus haute? Tout à fait. Ta mise de fonds va être en conséquence de tes coûts de construction. OK. Donc, les coûts de construction, la structure, faut qu'ils fit avec la valeur économique un peu. Tout à fait. Principalement, là, le meilleur scénario, c'est que ta valeur économique à la fin du projet soit plus élevée. Parfait. Tout simplement. Good. C'est qui les prêteurs qui sont actifs dans la construction neuve? Parce que ça ne doit pas être toutes les banques, là. Alors, la majorité des institutions financières vont en faire de la construction neuve, mais vont le faire de façon différente. Donc, va avoir des... Donc, tu vas nous nommer, mettons, quel type serait mieux pour chaque banque, ou c'est quoi les inconvénients de certains puis les avantages de d'autres? Exactement. Donc, il y a plusieurs avantages, puis ça dépend aussi de la situation dans laquelle on est. OK. Dans le fond, il va y avoir des prêteurs privés, comme Senma, qui vont faire de la construction. Il va y avoir des banques à charge qu'on connaît tous, incluant Desjardins, qui est une coopérative. Puis prêteurs alternatifs aussi. Donc, pas tous les prêteurs vont être dans la construction, mais leur rôle va être différent. Ils vont voir le dossier différemment. Donc, on va aller voir un prêteur privé, surtout lorsqu'on a des contraintes de temps et de liquidité ou de valeur nette personnelle. Donc, sur un premier projet. Donc, prêteur privé, c'est vraiment le temps. Puis si dans le fond, le carcan standard de la banque, on n'est pas capable de remplir le template comme il faut. Là. Exactement. On ne rentre pas seulement dans la boîte du prêteur standard, mais le prêteur privé va être, comme tu sais, va être beaucoup plus flexible, va peut-être se prendre des garanties ailleurs, va peut-être demander moins de mise de fonds, mais ça cote à quelque part d'autre. Il va jouer un peu plus avec ça. Donc, c'est l'avantage du prêteur privé qui est plus flexible, qui est plus rapide aussi à débourser. Si on a un projet qu'il faut, par exemple, faire l'acquisition rapidement et bâtir rapidement, exemple, en ce moment, tous les contracteurs se garochent parce qu'ils voulaient soit creuser le salage ou fermer le toit avant l'hiver. Mais souvent, si ça prend des liquidités, ils vont y aller avec un prêteur privé qui est à quelques mois, le temps qu'après ça. Mais ça peut être difficile, par exemple, de refinancer une fois que la construction a commencé. Il faut attendre que ça soit terminé. Ben oui et non, parce qu'il y a des prêteurs qui vont se concentrer juste dans la construction. Puis même si le projet est déjà commencé, ça arrive souvent. Sauf que tes coûts. Il faut qu'il y ait une gestion des coûts serrés puis un dossier solide là, pour démontrer que tout a été bien structuré. Exactement. Puis le prêteur n'a pas le contrôle depuis le début. Mais il va falloir savoir qu'est-ce que tu as déjà fait comme travaux, où est-ce que tu en es rendu, puis combien tu as payé. Exact. En même temps, ces coûts-là qui sont déjà si assumés. Si on ne peut pas bien le démontrer, là, le dossier tiendra pas route. Exactement. Parfait. Fait que c'est important d'être super bien organisé de ce côté-là. Peut-être engager un ingénieur en coût. Les gens disent que c'est peut-être cher, mais il y a une couple de mille à mettre là-dessus, mais au moins on s'assure que si on commence la construction avant d'avoir un créancier,
On s'assure que l'ingénieur en coût va venir dire au créancier, voici exactement ce que ça coûte. Exactement, ou du moins un bon évaluateur qui est spécialisé en construction. Un consultant en coût, c'est relativement dispendieux, surtout quand on parle de plus petits projets. Mais dans du 12-16 portes et plus, ça peut être super utile. Surtout que maintenant, le marché est très varié. On va essayer d'avoir des stationnements souterrains, des ascenseurs, un peu plus de services. Donc, ça complique un peu plus aussi la construction, puis les coûts sont un peu plus élevés. Fait que ça peut être une super belle alternative pour s'aider. Super. Donc, prêteur privé, prêteur conventionnel, même la CHL va embarquer dans les dossiers de construction avec des prêteurs conventionnels et ou prêteurs virtuels, comme on appelle, sont très, très, très agressifs présentement dans le marché du multilogement avec la CHL. Mais tout va dépendre vraiment là, des chiffres, puis de la stratégie qu'on va adopter, puis de la position dans laquelle on est le jour 1. Parfait. Je pense que c'est vraiment intéressant. J'espère que vous prenez des notes. Moi, j'essaie d'enregistrer, mais c'est pas grave, on l'a sur une carte SD. On va pouvoir. Oh, j'ai des questions, on me fait signe. Bon, c'est bon. Bonsoir à Stéphanie, bonsoir à Pierre-Luc, Marc-André Réel, Sylvain Descoteaux. Frédéric Macaille qui me dit quels sont les plus gros défis qu'on peut rencontrer lors du financement d'une construction neuve. C'est quoi le défi en tant que tel, là? Qu'est-ce qui fait souvent, met souvent un stop à une transaction? Les trois facteurs qu'on vient de mentionner. Ces trois facteurs-là, c'est les trois défis en plus. Exactement. Cependant, souvent, exemple, l'expérience peut compenser pour le manque de valeur nette personnelle. Un exemple, j'ai un client qui avait bâti 800 portes dans les dernières années, puis il n'y a pas une valeur nette suffisamment pour assumer la garantie que la banque voulait. Mais c'est du gage aussi qui va livrer le projet. C'est pas un projet irréalisable pour lui, j'ai fait plus gros que ça. Donc, il va livrer le projet. Toi, dans le fond, tu es là aussi pour vendre ton client à la banque. Expliquer à la banque que ton client, voici tous les paramètres, voici quel type d'entrepreneur vous avez, et voici ce qu'il est capable de faire. On parlait de la boîte tantôt. Là. Moi, mon but, mon objectif, mon rôle, c'est de prendre tous ces critères-là, prendre le dossier du client, le squeezer dans la boîte. Et être certain que ça rentre fit. Exactement. Si ça ne fonctionne pas, on va trouver des solutions. Good. Un gros défi qu'on va retrouver dans le financement de construction neuve, c'est souvent quand on est dans des secteurs qu'il n'y a pas beaucoup de comparables. Là, Thierry va pouvoir appuyer. C'est quand tu arrives avec un nouveau produit, une nouvelle offre de service, tu as des logements récents. Il n'y a pas de comparable. Il n'y a pas de comparable. Ça devrait être un avantage. Parce qu'il n'y a pas ce produit-là dans ce secteur-là, donc il va y avoir de la demande, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de compétition. C'est ton avantage en tant qu'emprunteur, en tant que propriétaire. Mais la banque, elle n'a rien sur quoi se fier. S'appuyer, Donc, si ta valeur locative est beaucoup plus élevée que ce qui existe dans l'existant, disons, qui est, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus vieux, l'institution financière et ou la SCHL va avoir la difficulté à approuver, à mettre son stamp sur parfait, ça vaut 1300 $ pour un 4 logements. Donc ça, c'est un gros défi qu'on a. Puis, à l'inverse de ça, c'est quand tu as trop de construction. Quand il y a trop de construction, les institutions financières et la SCHL vont dire on a peur que ça ne se loue pas aussi bien que ça se loue. Donc, les taux de vacances augmentent. Parce que si tu veux bâtir un 100 logements à Sainte-Sophie, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas assez de population. Là. Exactement. Il y a à trop moins de qu'il y ait des projets économiques qui se développent. Mais dans des projets plus gros comme ça, on va demander d'avoir des études de marché pour savoir c'est quoi le taux d'absorption de l'immeuble. Le taux d'absorption, super important à retenir. Marc-André Réel qui nous dit quels sont les pourcentages de mise de fonds requises pour les prêts de construction et les particularités selon les pourcentages de mise de fonds. Est-ce que ça suit les règles habituelles? Il faut totalement dissocier ça du financement résidentiel. Je voyais un peu la tangente, corrigez-moi si c'est pas ça, je ne suis pas dans la bonne voie. Mais pour le financement de construction, si c'est financé avec la SCHL, ça peut être 0 comme mise de fonds. Donc la SCHL va aller à 100% des coûts si c'est égal ou inférieur à 85% de la valeur économique. C'est la règle de financement standard. Ou si on parle vraiment juste du prêt bridge, ça va être 25% de mise de fonds par rapport à tes coûts. Donc, tes coûts de construction. Donc, la SCHL irait à 100% de tes coûts de si ça arrive à 85% de la valeur. Exactement. OK. 100% des coûts de construction. Il n'y a aucune mise de fonds nécessaire. Il faut quand même avoir acheté le terrain au départ. Pas nécessairement, mais il faut montrer qu'on a quand même les liquidités et la valeur nette personnelle. Encore là, l'expérience, tout ça. Il faut répondre quand même aux critères minimaux. Parfait. Martin Grandmont qui dit est-ce que c'est possible de se faire financer pour un contracteur qui vient tout juste d'avoir sa licence? Donc, la première fois que j'ai ma licence, est-ce que je vais être capable d'avoir un financement dans une banque? La réponse est oui et non.
Encore une fois, c'est l'expérience qui va jouer en ligne de compte. Donc, disons que je travaille pour un contracteur général et je gère des projets depuis 10 ans. Si je vais chercher ma licence, bonne chance qu'on me donne un financement après. Effectivement, parce qu'on va regarder c'est quoi l'historique que j'ai, c'est quoi les projets que j'ai faits, que ce soit avec la compagnie ou avec un autre. Si l'exemple est en gestion de projet, ou que c'est un estimateur, peu importe, même si ça peut être un charpentier menuisier, mais qu'il a géré des projets qui étaient, donc il veut se bâtir un 6, un 12 logements, mais qui fait des projets similaires. C'est pas une garantie absolue, mais on va monter le dossier en conséquence de mousser cette expérience-là, de dire parfait, il est capable de livrer le projet, il en a déjà fait, mais pas à son nom à lui. Parfait. Puis, c'est quoi les conditions d'un prêt de construction typique? Taux, terme, combien de temps ça dure? On a parlé un petit peu tantôt, court terme, donc on parle de 6 mois à 24 mois, dépendamment de la 24 grosseur du mois, projet. Souvent, lorsque c'est des projets intégrés ou qu'il y a plusieurs phases, ça va être étalé plus long. Moi, en tant qu'entrepreneur, là, je devrais m'attendre à prendre combien de temps? Tu sais, je sais que si j'achète je sais pas moi, un 50-60 logements et plus, généralement, là, 6 semaines, c'est réglé. Je sais que si j'achète plus petit que ça, des fois, en 4 semaines, ça peut être réglé. Mais si on parle de construction, est-ce que l'analyse est très longue dans le banque? Là, on parle de financement. Oui, c'est un petit peu plus long parce que justement, c'est un peu plus complexe. OK. Faut en même temps faire le financement court terme et long terme. C'est-à-dire, on n'aura pas le financement long terme approuvé, mais il faut démontrer que ça va ressembler à quoi. OK. Donc, il faut vendre ça aussi au prêteur pour la valeur économique. Comme je mentionne, les trois facteurs principaux, mais il faut les démontrer au maximum pour les mettre de l'avant. Donc, c'est super important de monter le dossier en conséquence de. Aussi, tout ce qui est par rapport aux constructions, avec un peu d'expérience, tu viens à connaître ça. Puis, on joue aussi un peu avec ça, tout à regarder. C'est déjà de l'avancement des travaux, mais on vérifie les factures aussi également pour justifier ça. Puis ça peut faire partie de la mise de fonds. Donc, en fait, le temps, là, je dirais, c'est peut-être, dès qu'on a toute l'information, peut-être un bon mois facilement, mais monter le projet, si on n'a pas déjà le terrain, il faut faire l'acquisition du terrain. Après ça, dépendant du projet, on va avoir le test de sol, on va avoir l'évaluation. Ça peut aller facile à 2 mois et demi, 3 mois. Là. Même 3-4 mois. Mettons qu'on parle du jour 1. Faut, tout de suite au départ, on a un projet, on vient de voir tout de suite au début pour commencer à travailler avec toi. Le plus rapidement possible. Aussi, un des avantages, parce que ça m'arrive régulièrement, de le faire le plus tôt possible. C'est non seulement on a des connaissances, mais on a un réseau aussi. On fait affaire avec des gens qui sont impliqués dans la construction. Donc, on peut vous aider dès le départ. C'est pas moi qui va faire l'évaluation, c'est pas moi qui va faire le test de sol, c'est pas moi qui va faire l'étude de marché, mais on peut mettre en lien avec ces gens-là pour aller justement un peu plus vite. Je comprends. Parfait. Mais oui, le plus tôt possible, le mieux. Il y a Marc-André qui a posé une question tantôt qui nous demandait si on buvait de l'eau ce soir. Eh bien, oui, on boit de l'eau. On arrive du 5 à 7 des mordus, puis c'est ça, Thierry, à cause de sa grippe, il a le droit à un thé. Nous autres, c'est de l'eau. Fait que, il y a été différence entre financement de construction des fins de vente et à des fins de détention. Donc, le contracteur qui est contracteur puis qui veut vendre l'immeuble, puis le contracteur qui est contracteur mais qui veut détenir l'immeuble après, c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une façon différente de se préparer? Oui, la structure va être différente. Lorsqu'on parle d'un financement de construction pour détention, on va regarder le financement à long terme versus que si on veut vendre, on va regarder le potentiel de vente. Okay. Donc, parce que la valeur économique va être différente du prix de vente, bien évidemment, dans le marché présentement. Thierry va en parler tout à l'heure. Mais aussi également, le prêteur qu'on va aller voir pour la préconstruction risque d'être différent. Parce qu'il va y avoir des constructeurs, des prêteurs qui vont demander à avoir le prêt long terme après la construction. Dans le cas présent, ça ne pourra pas faire ça parce qu'on va le vendre. Donc, il faut le savoir le plus tôt possible pour pas que ça fasse partie de l'offre. Ou trouver l'acheteur très rapidement pour qu'on puisse merger les deux ensemble. Exactement. Ça peut se faire, ça. Tu aller voir la banque, dit moi, je veux avoir le financement à long terme. Si je te le fais, parfait, je vais trouver l'acheteur, puis là, on vous met en contact, il fait l'acheteur. Parfait. Ça peut être une façon de voir les choses. C'est de la créativité, ça, j'aime ça. Exactement. Puis disons qu'on a un projet de condo. Ton financement de construction ne sera pas approuvé avant un certain pourcentage de vente. Donc, on a un projet, c'est pas de 50 condos, mais la règle de base, la règle de pouce, c'est 50% des ventes avant la construction. OK. Avant le financement. Est-ce que ça bouge, ces critères-là? C'est quoi les principaux enjeux qui s'en viennent là, pour la construction de nœuds, le financement de construction de nœuds? Le financement de construction de nœuds, un des principaux enjeux, c'est qu'on va beaucoup dans plusieurs marchés, surtout à Saint-Jérôme, comme on mentionnait tantôt, qu'on a une sursaturation de la construction neuve. Ouais.
dans les dernières années. Donc, moi, je l'ai vécu dernièrement. Les gens impliqués, s'ils nous écoutent, vont se reconnaître. J'avais 3-6 logements par le même contracteur. Puis la SCHL a refusé le dossier à cause que les valeurs locatives étaient trop élevées. Eux, ils disaient, nous, on prévoit une baisse des revenus, pas des revenus, mais de la valeur locative, parce que l'offre est trop grande. Il y en a trop des semblables comme ça dans le marché qui s'offrent. OK. Donc, pour être compétitif, ils prévoient que les contracteurs vont baisser leur valeur locative pour réussir à avoir des... OK. Puis aussi, bien évidemment, les fameux cap rates qu'on appelle à tort. Là, mais C'est là que je m'en allais, les TGA, là, y a une différence entre du neuf puis... Une énorme différence pour une raison principale, c'est lorsqu'on finance du neuf. Donc, pour le prêt long terme, on va souvent le faire sur 40 ans d'amortissement avec la SCHL. OK. Donc, étant donné que c'est neuf, la SCHL va dire on va te financer sur plus longtemps parce que l'espérance de vie de cet immeuble-là est beaucoup plus longue. Ils ne diront pas on va le faire, mais c'est une possibilité qu'il y a. Donc, quand c'est neuf ou très 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 récent et en bonne condition, on peut aller jusqu'à 40 ans. Dans le récent, on va aller jusqu'à 35 ans. Mais étant donné que ton amortissement est plus grand, ça permet aussi de maximiser ton prêt, ce qui fait que ton TGA va être beaucoup plus petit. Okay. C'est pas rare que sur 40 ans, on va avoir des TGA en bas de 5 Okay. Mais ça se voit de moins en moins. Oui, c'est difficile à avoir. C'est très difficile. Parfait. Puis on doit débuter le processus, on en parlé tantôt, le plus tôt possible. Effectivement. Super important. Tout simplement pour la stratégie qu'on doit adopter. Puis la structure. Je te dis ça comme ça, là. Moi j'ai un projet, j'ai des plans, ok parfait, je me cherche un terrain. Si j'ai pas le terrain, je peux venir te voir et me dire hey, comment est-ce qu'on va structurer ça ensemble, qu'est-ce que tu as besoin que je me prépare, est-ce que je peux prendre de l'avance sur ma documentation, mes choses? Définitivement, on a toutes des listes d'épicerie par rapport à la documentation qu'on doit avoir. Aussi pour les critères des institutions financières, pour savoir vraiment est-ce que tel projet est réalisable pour moi ou dans quelle braquette je dois me situer. Ce genre de projet-là pourrait se préparer même un an d'avance à dire il faut que ma situation personnelle ressemble à ça avant que je puisse avancer. Tout à fait. À savoir, regarde, le prêteur et ou le SCHL me demande d'avoir une valeur nette X, etc., etc. De savoir aussi bien le projet, qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement, où est-ce qu'on peut aller. Parfait. Ça complète la section. Thierry, tu n'as pas encore poussé? Oui, non, c'est extraordinaire. Mais tu n'as pas parlé non plus beaucoup. Avant de passer avec Thierry, juste pour qu'il tousse un petit peu avant de commencer, je vais faire quelques rappels. Ce soir, on est au 5 à 7 des Mordus à Laval, au Houston, qui nous reçoit en grande. Donc, si jamais vous êtes dans le coin, gênez-vous pas, venez faire un petit tour. On finit ici, on s'en va là-bas, on va manger dans la grande salle privée, toute la gang ensemble. Généralement, c'est 40-50 personnes qui restent là. C'est vraiment super intéressant comme repas. Ouais, c'est super. Faculté des Mordus, le 1er décembre. 1er décembre, 4 formations. Alexandre, tu vas être avec nous. Oui, tout à fait. Donc, de l'équipe de Patrice Mellard Multilogement, PML. On va avoir Alexandre Boisvert et Christian Pomerleau qui vont venir donner une formation complète sur le financement en multilocatif. Donc, manquez pas ça, super important. Moi, je vais être là le matin. François va être là et Ludwig va être là. Toutes les informations sont sur la page Facebook. Le prochain 5 à 7 des Mordus au restaurant La Guillotine. Donc, le 5 décembre. Donc, amenez vos trucs de Noël. On aimerait ça, tout le monde a une truc de Noël. Ça fait des belles photos, ça, c'est le fun. C'est festif, Noël. Ouais. Donc, je vous invite à venir là. J'avais-tu d'autres annonces à faire, moi? Le 3 décembre? Ah oui, on a un webinaire. On a un webinaire le 3 décembre. Puis, on va vous montrer comment bien préparer votre dossier pour le présenter à votre prêteur privé. Donc, si jamais vous voulez travailler avec un prêteur privé, on va donner 30 belles minutes d'informations sur comment bien préparer un dossier. On s'en vient bon là, avec notre outil de webinaire. Il y a eu des ratés au début, mais là, on commence à être pas mal professionnel. Donc, Thierry, tu nous parles de marché transactionnel des immeubles multilocatifs neufs et récents. Neuf et récents, oui. Parfait. C'est quoi la différence que ça va donner, ça? Bien, neuf et récents, au fait, nous... Qu'est-ce que tu entends par récent, là, pour commencer? Récent, 10 ans, 5 ans? Statistiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit 2010 en montant. Fait que 2010 en montant, pour nous, c'est récent. Moins de 10 ans, 2010, c'est ce qu'on a dans nos stats, mais on vend aussi des immeubles neufs, soit qui sont en livraison ou encore sur plan. OK. Fait qu'on a cette option-là. Parfait. Donc, mais au niveau stats, c'est vraiment récent, là, moins de 2010 en montant. Parfait. Puis, qui vend ces immeubles-là très récents comme ça? Moi, j'achète des vieux immeubles, généralement. Là, je pense que mon plus récent doit avoir une quinzaine d'années, vingtaine d'années. Mais qui va vendre des immeubles qui sont tout à fait récents? Ils n'ont pas l'idée de garder ça. Moi, c'est comme tuer la poule.
Généralement, le contracteur, naturellement, va avoir tendance à revendre son Parfait. produit. Lui, dans le fond, son métier, c'est de bâtir une maison, de la vendre. Parfait. Il va en garder naturellement quelques-unes, mais il va vouloir rouler ses produits. Puis sur un lot de terrain, il va peut-être en garder un, puis il va vendre sur les autres immeubles, sur les terrains qu'il a achetés. Ouais. Fait que généralement, c'est le contracteur qui a acheté les immeubles, qui les a bâtis, il a rentré les locataires là-dedans, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont là, puis là, il retourne sur le marché de la revente. Parfait. Puis, à part ces gens-là, la personne qui achète ça, c'est quoi sa motivation pour aider nos investisseurs à trouver des gens motivés à vendre? Là? C'est quoi la motivation de quelqu'un qui a un immeuble de 3, 4, 5 ans pour revendre? Généralement, tu veux dire la personne qui veut vendre? Oui. OK. C'est de débloquer l'argent pour aller acheter d'autres choses, construire d'autres choses. Qui veut faire d'autres choses. Il y a d'autres occasions disponibles sur le marché, des localisations qui sont peut-être plus intéressantes pour lui, la capacité de travailler avec d'autres partenaires pour bâtir plus gros. Exact. Ce genre de. Si je peux revenir tantôt de l'écart entre les coûts de construction puis la valeur économique, Ouais. souvent ce qui va arriver, c'est que quand un contracteur ou un promoteur immobilier, ses coûts de construction est capable de les gérer et de les minimiser le maximum possible. Donc, ton écart entre les deux, plus il est grand, plus c'est là que tu crées ton équité. Exact. Donc, un promoteur, un contracteur va aller rechercher cette équité-là en revendant l'immeuble à 2-3 ans pour même la livraison du projet. Absolument. Il va faire un profit sur le terrain, généralement. C'est là où est-ce que la majorité du Parce que, profit tu sais, le du terrain vide a un prix, mais le terrain construit vaut plus cher. Là. Plus cher. Évidemment, on a apporté une valeur Chaque ajoutée. un zonage différent pour un projet X ou un projet potentiel X, tu fais énormément de valeur. Puis ça, je pense que ça vaut la peine d'aller voir les villes, puis se débattre un petit peu pour aller chercher quelques unités de plus, aller chercher une superficie plus grande de construction, un étage de plus. Ça fait toute une différence sur la valeur finale du projet. Des dérogations. Parce que des fois, un projet sur 3 étages, pas payant, rajoute un étage de plus, tu as quelques unités de plus, ça peut être très payant. Parler à son architecte, qui a travaillé le stationnement. C'est là que c'est important d'avoir des bons Urbaniste. professionnels dans notre réseau, puis c'est ça qu'on vient chercher aujourd'hui, là, des bons gens de arpenteurs. Donc l'arpenteur va venir faire un plan, on peut bâtir ça dans ce coin-là. Des bons urbanistes professionnels qui vont aller nous représenter dans les villes. Ouais. Parce que tu sais, il y a des urbanismes aux villes, mais il y a aussi des urbanistes qui vont aller débattre du point puis des projets. Et ensuite de ça, les architectes, comme tu disais, super important d'avoir une belle équipe dans son équipe. D'ailleurs, par rapport à ça, là, on voit beaucoup sur l'île de Montréal en ce moment, on voit beaucoup de petits logements se construire. OK? 3,5, tu sais, dans le neuf, 3,5, vraiment haut de gamme. Ouais. Moins de superficie, mais pour le contracteur, quand même une économie de coût qui est là, une maximisation du projet. Il maximise son pied carré, puis lui, il peut vendre plus. Là. Parce qu'il y a des professionnels qui se spécialisent dans l'optimisation de projets immobiliers. OK? Que ce soit des architectes, des urbanistes, qui savent comment ça fonctionne, ils ont l'expérience. Puis là, il vient de maximiser ton pied carré pour s'assurer qu'il y ait le plus d'unités possible. Exactement, on dit, regarde, tes stationnements, mets-les pas extérieurs. Fais-toi un stationnement souterrain. Tu vas racheter de la valeur à ton immeuble, ça va coûter un petit peu plus cher, mais on est capable de chercher plus de revenus. Mais tu vas pouvoir bâtir un peu plus gros aussi parce que tu n'auras pas d'espace extérieur, tes marges vont les respecter, etc. Ouais, souvent, le contracteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tester la ville, va aller chercher son permis, puis après ça, il va modifier par la suite. Dès qu'il a son permis, il va essayer de maximiser son pied carré par la suite. OK. Donc, il va demander des petites modifications. Des petites dérogations, des modifications, on va voir où est-ce qu'il peut le Ça, gratter. c'est presque un truc à une pièce et quart. Là. Allez Ah, chercher oui. votre permis. Une fois que vous avez votre permis, bien là, grattez où ce que vous pouvez pour aller maximiser un petit peu partout. Ouais. C'est plus rapide que derrière des dérogations mineures, ces choses-là. Absolument. Ouais. Good. Puis les acheteurs qui vont acheter des immeubles récents comme ça ressemble à quoi? C'est des professionnels? C'est des investisseurs aguerris? Oui, c'est les deux au fait. Les deux? Généralement, c'est des gens qui ont déjà des immeubles, OK? qui ont passé à travers le processus de maximisation. Ça ne leur tente plus de placer les efforts, soit à cause de l'âge, ou soit parce qu'ils ont déjà un portfolio qui leur ramène de l'argent. Fait que ces gens-là, c'est bien différent de ceux qui vont essayer de maximiser à court terme. Eux, ils regardent plus à moyen et long terme. C'est plus des investisseurs qui veulent ça un peu plus passif. Plus passif, Ils disent, moins d'efforts. Moins d'entretien, moins d'efforts. Je paye un petit peu plus cher, mais je vais travailler un petit peu moins cher, je vais avoir des loyers un petit peu plus hauts. Et qui ne se cassent pas la tête avec ça. Ils regardent un peu plus à long terme. Ils regardent plus sur 10 ans à la place de regarder sur 5 ans. OK, parfait. Puis, ils sont où ces immeubles-là? Moi, je sais qu'à Longueuil, il n'y en a pas beaucoup des flambants neufs. Il y en a pas Je beaucoup. connais bien Longueuil. Là. Les flambants neufs, c'est rare. Là. Il y a une raison pour ça. Au fait, c'est le développement du territoire. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est actuellement, Longueuil est quand même maximisé là, au niveau du pied carré de terrain vendable. Là. il ne reste plus grand-chose. Puis souvent, à Longueuil, ils vont construire plus du condo. Puis ça reste encore un peu un marché de condo à quelque part. Fait que ce qu'on va voir, c'est vraiment en périphérie de Montréal. Il va y avoir quelques déconstructions, démolitions à Montréal, avec des terrains qui sont rachetés avec des immeubles existants dessus, parce que les contracteurs vont démolir, construire, aller chercher un permis de construction en densité. Sinon, ça va être en territoire. Et généralement, on va s'éloigner un peu.
des villes principales. Puis là, ce qui est intéressant pour les contracteurs, c'est pour leur coût de construction égal, que tu construises à Saint-Lambert ou que tu construises, mis à part le coût de ton terrain ou à Joliette, la différence, ben, ça va être vraiment ton coût de terrain. Ton coût de construction va être à peu près le même. Ouais. Parfait. Parce que le matériau, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Les TGA, on a parlé avec Alexandre. Dans ta table à toi, là, on gère ça comment? Au fait, ce qui est super intéressant de regarder, puis d'ailleurs, là, je vais juste faire référence à la page 13 de notre rapport de marché, là, pour ceux qui ont accès en ce moment. Là. Ce que les gens vont remarquer, c'est que le TGA d'un produit usagé versus le TGA d'un produit neuf, c'est presque le même. Okay. Ça gravite très très proche du 5. Fait que 5, c'est à peu près 20 fois le net. Pour donner une idée. Là. Fait que pour coût égal, grosso modo, l'investissement, la rentabilité est presque le même. Donc, tu souhaites avoir moins de troubles avec un neuf? Toujours dépendamment de c'est quoi l'optique de l'investisseur, puis à quel niveau, puis avec quelle rapidité il veut faire son argent. S'il veut un produit plus passif ou s'il veut prendre plus de risques avec un produit plus agressif. Souvent, dans le neuf, tu me diras si je me trompe, mais dans le neuf, c'est moins possible d'aller améliorer un immeuble qui a été mal géré depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. L'immeuble a juste 10 ans. Il y a quand même une qualité de clientèle. Moi, je pense que où ce que tu trouves, où ce qu'il y a des problèmes, mais il y a des opportunités. Tu achètes des vieux immeubles mal gérés depuis 20 ans, mais tu te dis, il y a une opportunité là-dedans à aller chercher. On va mieux gérer ça, puis on va changer la culture de cette entreprise-là, puis on va s'assurer qu'il y ait de quoi ressortir là, au niveau valeur économique. Absolument, tu as raison, parce qu'au niveau des dépenses, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour réduire les dépenses. Ils sont déjà optimisés. Fait que les gens, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est essayer d'optimiser les revenus. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que les contracteurs, quand ils vont construire, ils vont louer au top du marché, mais pas à 100% du marché. Okay. Ils vont vouloir quand même remplir leur immeuble. Fait qu'ils vont aller chercher à peu près 90% de la valeur locative, ou à peu près. Et par la suite, quand tu achètes un immeuble neuf, on le sait, pendant les 5 premières années, on n'est pas régi par la régie. En fait, on est régi par la régie du logement. On n'a pas le maximum possible au niveau de l'augmentation des loyers. Donc, on peut encore leur travailler de ce côté-là. Parfait. J'ai deux questions. Je ne sais pas si peut-être les deux vont répondre. Là. On a Bao qui nous dit, est-ce qu'un partenaire passif dans un projet de construction compte comme expérience? Donc, tantôt, tu disais, là, ça prenait de l'expérience et tout ça. S'il était partenaire passif dans un projet, peut-être juste pas dire qu'il était passif. Oui, exactement. Un partenaire passif va être là pour la solidité financière, la mise de fonds, puis ses actifs. Donc, il apprend à mesure, puis il suit le dossier. Exactement. Donc là, on va mettre vraiment l'accent sur sa solidité financière. Donc oui, ça va aider, parce que lui, il est là pour la solidité financière, mais la banque va demander à ce qu'il soit garant aussi. Parfait. Puis on a Frédéric Macaire qui revient avec une autre bonne question. On parle de hausse de taux récemment, ça augmente un peu, ça va encore augmenter selon tous les pronostics. Dans le neuf et dans la construction, est-ce que ça va changer quelque chose à un autre niveau ou c'est pareil comme le reste? Ça va être équivalent, en fait. C'est équivalent? Oui, parce que ce qui arrive, c'est que plus ton taux d'intérêt monte, plus tu perds de la rentabilité sur ton produit. Je comprends. Parce que, bon, c'est calculé à partir de la valeur nette, puis après ça, on enlève le montant du coût d'hypothèque. Alors, ça va faire automatiquement un impact sur le retour cash en cash. Good. Puis au point de vue du financement, pour la construction neuve, c'est qu'il faut prévoir ça dans la valeur économique future. Donc après, oui, parce que si tu construis pendant un an, puis dans un an, c'est 1% de plus, exactement. Il faut être prévu que ça s'en va en augmentant. Donc il faut que tu aies fait tes hypothèses. Comme là, on prévoit dans la prochaine année 3 hausses. Donc actuellement, une hausse, c'est 0,25. Donc c'est une hausse de 0,75. Il faut le prévoir. Donc oui, on va prévoir le meilleur scénario. Ça nous ramène les taux à 5,25. Grosso modo, 5. Ça dépend du montant de l'immeuble, il faut un taux de qualification. Là. On peut encore se sortir en bas de 5 je crois, puis dépend de la grosseur. Non, mais avec 3 hausses supplémentaires. Oui. Oui, OK. Oui. Parfait. Martin Grandmont qui nous demande meilleur secteur de construction multineuf. Si c'était vous, là, vous deviez mettre votre argent, dans quel secteur? Est-ce qu'il y a un secteur de choix que vous auriez? Automatiquement, si tu peux démolir un immeuble existant dans un secteur qui est déjà urbain, moi j'opterais pour ça en premier. Donc, l'île de Montréal. L'île de Montréal, la périphérie, Rive-Sud, Rive-Nord, Laval. Pas aller trop loin. Là. Pas aller trop loin. Ou sinon, aller développer un secteur
pas très loin d'un système de transport ou quelque chose de REM, de train. Non, le transport, les trains de banlieue, ces choses-là, il faut rester tout près de ça. Pourquoi? Parce que les gens veulent se déplacer facilement. Absolument. Puis on sait que la circulation, ça ne s'en va pas en améliorant. Là. Exact. Ils nous bâtissent un nouveau pont, mais ils n'ont pas pensé mettre une voie de plus. Je ne l'ai pas compris encore, celle-là. Moi, j'ajouterais à cela un secteur qu'on est à l'aise aussi et qu'on connaît. Ouais. Dès que tu t'en vas dans de l'inconnu, Il y a un facteur de risque ton supplémentaire. facteur de risque, ta marge d'erreur est beaucoup plus grande. Okay. Comment est-ce qu'on compare les immeubles normaux, qu'on appelle, les vieux immeubles, les ceux qu'on a l'habitude d'acheter, avec les immeubles récents? On va faire comment pour comparer ça? Parce que, tu sais, si tu arrives, puis tu bâtis, tu détruis, puis tu bâtis dans un secteur, tu cherches des comparables à un point de rue, tu vas trouver juste des vieux immeubles comparativement à des immeubles récents. Comment tu vas faire pour faire le comparable là-dessus, pour pouvoir analyser combien ça vaut dans ce secteur-là? Il va y avoir un enjeu naturellement au niveau du financement parce que les banques vont vouloir limiter, même s'ils reconnaissent la valeur locative, vont vouloir la limiter pour minimiser leur risque et contrôler leur risque. Il y a ça. Sinon, au niveau de la construction et tout ça, il y a une grande différence. Là, naturellement, les immeubles plus anciens ne sont pas bien isolés, la plomberie est quand même ancienne, l'électricité aussi, etc. Fait que ce côté-là, il y a une grande différence au niveau des loyers. Donc, au niveau du marché usagé, les investisseurs vont avoir tendance à vouloir pousser le loyer vers le haut, tandis que les investisseurs d'immeubles neufs vont vouloir avoir tendance à conserver le loyer au niveau où est-ce qu'ils sont. Good. Olivier Girard, est-ce que je dois avoir ma licence RVQ pour construire du neuf si j'engage un sous-contracteur qui fait sa licence? Est-ce qu'on peut s'auto-construire dans le neuf? La réponse est oui et non. Oui, il faut avoir sa licence RVQ parce que ça va être toi le contracteur. Oui. La question parlait d'un sous-contractant, fait que c'est lui qui l'embauche. Donc oui, nécessairement, tu dois être un contracteur général pour gérer le projet, donc tu fais ta licence RVQ, ou sinon tu engages un général. Un général. Parfait. Donc, tu n'as pas besoin de ta licence à toi, mais tu engages un général qui, lui, l'a. Puis là, tu peux donner tes ordres au général pour dire c'est comme ça que je veux mon building. Tout à fait. Good! Tout à fait. Fait que ça se fait. C'est une expertise X, donc tes maçons, mais lui peut t'engager aussi par la suite. Là. Est-ce qu'il y a une différence dans le calcul de rentabilité d'un immeuble neuf ou récent? Comment tu vas l'analyser différemment? Ça va être vraiment au niveau du financement qu'on va jouer là-dessus. OK. Parce qu'avec l'immeuble neuf, très récent, on est capable de... Toutes mes dernières transactions, je les ai poussées à 40 ans de financement, 40 ans d'amortissement. Et ce qu'on fait, c'est qu'en plus de 40 ans, on va à CHL naturellement. Ça nous permet d'étaler notre terme et d'avoir plus de rentabilité mensuellement. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est en prenant un terme de 10 ans, on est capable de descendre notre ratio de couverture de la dette de 1,30 à 1,20. OK. Ça fait une grosse différence pour les institutions Oui, financières. ça change beaucoup, là, parce que souvent, le financement est freiné par justement le ratio de couverture de dette. Absolument. De encore l'impact sur les fameux TGA qu'on parlait. Ça vient changer ton TGA. On se voit qu'un TGA très bas, donc qui est hors marché, à cause que c'est des conditions exceptionnelles. Ben, c'est très faisable, c'est accessible, mais ce n'est pas une condition de marché naturel. Parfait. Et souvent, au niveau de la rentabilité, quand on fait notre analyse, à la place de la faire sur 5 ans, on va la faire sur 10 ans. Parce que de toute façon, on n'a pas l'intention de vendre notre immeuble dans 5 ans. C'est plus rare, c'est ça. Puis le coût n'est pas amorti, au fait. L'immeuble est flambant neuf. Il n'y a pas d'amortissement de coût. Fait qu'il faut la faire, cet amortissement-là. Est-ce que tu suggérerais au mordu d'aller financer 10 ans du plus vieux, par contre? Je sais qu'actuellement, la CHL, pour les immeubles rénovés, j'ai un collègue qui a fait une transaction sur 35 ans d'amortissement. OK. Et moi-même, j'ai fait des transactions sur des immeubles entre 2000 et 2010 avec du 35 ans. OK, parfait. Fait qu'il y a une possibilité qui est là. Ça pourrait être possible d'avoir 35 ans sur 10 ans. Ouais. Sur 10 ans, ça va être à vérifier, mais l'amortissement de 35 ans, oui. Alors, le 10 ans est possible dans la majorité des dossiers à 90%. Le 35 ans va être possible s'il y a des grosses rénovations qui ont été faites. Okay. Donc, si tu as des points majeurs comme ta toiture, tes portes, tes fenêtres, tes balcons, si ta façade est ta tour de la brique, si c'est de bonne qualité, puis encore tu as un bel entretien, il n'y a pas de réparation majeure à faire sur l'immeuble, on va y aller. Moi, j'ai fait des immeubles 1946 sur 35 ans parce qu'il y avait des rénovations majeures qui ont été faites. Dans ce cas, on aurait appelé sur 10 ans, mais le 10 ans, c'est plus applicable à ce que toi, tu veux comme investisseur. Parce que ton 10 ans va être fixe. Okay. Donc, les institutions financières et la SHL vont demander que ce soit, pas la SHL, les institutions financières vont demander que ce soit un Inc., qui soit emprunteur pour 10 ans, parce que, selon la loi, on ne peut pas refinancer après 5 ans. Okay. Si c'est un particulier, tu as un terme de 10 ans, tu peux refinancer après 5 ans. Ah oui? OK. Fait que ça empêcherait, dans le fond. Exactement. Parfait.
Puis, c'est quoi le potentiel de l'immeuble récent? Comment est-ce qu'on évalue ça? Comment est-ce qu'on déniche le potentiel de l'immeuble récent? Ça joue vraiment actuellement, le plus gros potentiel est sur la valeur de construction. Parce que ce qui arrive, c'est que le terrain, lui, dans la dernière, au fait, d'une année à l'autre, les coûts de construction montent, naturellement, le coût des matériaux. Et suite à avoir parlé à plusieurs contracteurs dans les derniers mois, on se rend compte qu'il y a un jump incroyable au niveau des coûts. Tant au niveau de la main-d'œuvre, les coûts de construction et aussi les coûts des terrains, parce que les promoteurs se sont rendus compte. D'ailleurs, une statistique qui est super importante à regarder ici. Depuis la dernière année, 46% des mises en marché au Québec ont été faites pour du locatif. Et 46% des immeubles qui ont été construits, c'est pour du locatif. Et les promoteurs ont... Mais ça, ils ont délaissé un petit peu le marché du condo, puis ils commencent à se dire, je vais les bâtir, je vais les garder, puis finalement, je vais peut-être la vendre. En tout cas, c'est beaucoup du locatif qui finit par se bâtir. Et les promoteurs ont vu ça. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une différence entre ce qu'ils bâtissaient en condo, si on veut, puis ce qu'ils bâtissent maintenant? La qualité va être semblable? Ou? Pour la qualité, puis là, on vient en parler du prix par porte si on parle de ça, parce qu'on va remarquer que pour TGA égal, je peux avoir un produit à 176 000 par porte, puis je peux avoir un produit qui se rapproche de 300 000 la porte. Fait que ça, c'est vraiment relatif au secteur. Les gens sont-ils prêts à payer un prix X de loyer pour être dans ce secteur-là? Puis si oui, il faut mettre une grosse qualité de finition, et ça coûte cher au contracteur. Ça coûte vraiment cher, ça. Il nous reste 4 questions encore. Les mordus, ceux qui étaient au 5 à 7, ceux qui nous voient, maintenant les mordus, on est commandités par M2 Boutique. Donc, autant les hommes que les femmes, maintenant M2 offre des vêtements pour dames. Donc, on est commandité par les boutiques M2. Si vous aimez nos looks, peut-être nous le dire. Là. François était commandité, j'étais commandité, Chloé était commandité et Alexandra. Donc, vous allez voir les photos du prochain 5 à 7, crédit de nos styles à boutique M2. Il ne fallait pas les oublier. À TGA égal, qu'est-ce qui justifie un prix porte plus élevé? C'est justement ça. Donc, c'est vraiment au niveau du besoin de la clientèle. La clientèle, c'est les locataires. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Oui, fait que là, c'est un besoin au niveau du pied carré. Est-ce qu'on a besoin d'un ascenseur dans le secteur? Est-ce qu'on a besoin d'un garage dans le secteur? Est-ce que les secteurs nous imposent ça? Si on est en ville. Insonorisation, tout ça, qualité de construction. Grandeur de plafond, finition, plomberie. Puis là, ça va augmenter le coût de construction, mais le TGA va jouer avec ça. Exactement. Parfait, je comprends bien. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions. Il me reste 3 questions sur ma liste. Si vous avez des questions, là, je les attends. Oh, on en a une. Attends, 2. Attends, ça. Demandez, vous recevrez. Donc, j'en ai juste une. Ah, tu composes l'autre en attendant? Olivier Girard. Olivier Girard. On vient de le dire, celle-là. Est-ce que je dois avoir ma licence RVQ pour construire? OK, l'autre. L'autre, OK. Donc, on a Bao. Si j'ajoute un immeuble neuf annexé à un vieux immeuble sur le même terrain, est-ce que c'est possible d'avoir une hypothèque de 40 ans pour incorporer les deux? Il va falloir que tu rénoves en tabarouette le vieux. Tout dépendant de l'état de la vieille partie, il va falloir qu'il y ait des améliorations qui soient faites, bien évidemment, mais de toute façon aussi. Et assez significative, là. Pas juste de changer couvre-plancher puis peinturer. Non, exactement. Remettre ça au goût du jour. Probablement, la ville va demander à ce que l'ensemble de l'extérieur de la façade soit pas uniforme, mais qu'il y ait du bon sens. Donc, tu devras faire des travaux extérieurs. Maçonnerie, balcon, porte et fenêtre. Exactement. Mais oui, c'est possible s'il y a des bonnes réparations, des bonnes rénovations, de leur mettre sur 40 ans ou du moins 35 ans. Good. Quels sont les avantages et les inconvénients d'investir dans un immeuble neuf ou récent comparé aux immeubles existants? On en a parlé un petit peu, mais on va focuser directement sur la question. Il faut être capable de se concentrer sur un rendement à plus long terme. Donc, première chose à faire, c'est plus long terme dans le rendement. Donc, il faut dire, ben, j'ai pas besoin de récupérer mes billes dans 5 ans. Tu disais tantôt, une vision plus de 10 ans. Une vision plus de 10 ans. Au niveau de la gestion va être facilitée. Oui. Il n'y a pas vraiment de gestion. On ne changera pas de cartouche de robinet ou de tank à eau chaude dans le premier 10 ans. C'est des dépôts directs. Beaucoup moins. Oui, effectivement. On va beaucoup gérer des petites attentes de locataires au niveau. Et les locataires vont avoir des petites demandes, genre dans le ménage, il faut que ça soit un petit peu plus propre. Ils veulent du sel, ils veulent un déneigement un petit peu plus square. Souvent, ça va être des professionnels aussi. La qualité de locataire va être meilleure. Donc, son risque de défaut de paiement est minimisé dans ce cas-là. Absolument. Good. Tes dépenses en investissement aussi de capital vont être nulles ou dans le premier 10 ans, c'est rare de changer une toiture ou des portes et fenêtres. Il n'y a aucun capex. Et ça, c'est un point important parce que quand les investisseurs comparent les produits usagés avec les produits neufs,
on regarde toujours le retour cash en cash, Ouais. le fait que les locataires payent notre capitalisation, payent notre hypothèque, l'augmentation naturelle du marché, mais on ne tient pas en compte qu'il n'y a pas de dépenses en capital à faire. Ça, c'est super important parce que nous, on a acheté, le 419 logements qu'on a acheté, c'est une transaction qui se fait sur des immeubles des années 70. Donc, le créancier nous a demandé un rapport en ingénieur de coût pour savoir, d'ici 2 ans, combien vous allez avoir dépensé, d'ici 5 ans et d'ici 10 ans. Ce rapport-là a coûté plus de 20 000 là, juste le rapport. Par exemple. Fait que, c'est beaucoup de coûts, mais aussi, c'est des coûts qu'on doit budgéter. Puis, très fier de le dire, là, mon budget arrivait à la même chose que l'ingénieur. Donc, j'ai pas de bac d'ingénieur, puis je suis arrivé au même chiffre que lui. Fait que mon budget napkin était aussi bon que son rapport de 40 pages. Donc, je suis bien content de ça. Budget napkin. Fait que ça, c'est un autre, c'est une grosse avantage aussi. Puis, comment se déroule une transaction typique dans dans les immeubles flambant neufs? Est-ce qu'il y a du différent dans la négociation? C'est vraiment complètement différent. Tout va se passer vraiment en préalable à l'acceptation, la négociation du prix de vente. Parce que souvent, à la visite des lieux et à l'inspection au bâtiment, on ne trouve pas grand-chose. Ce qu'on voit aussi, c'est que les acheteurs vont être un peu plus piqués ou précis sur les points de finition. Un immeuble qui a 3-4 ans, si le compte commence à manquer à certains endroits, manque la peinture, ils vont vouloir avoir un produit fini, clé en main. Un peu comme quand tu achètes une maison, souvent l'acheteur arrive avec une liste, répare la poignée, change cette porte-là, à moins des coupes froids. Donc, ils vont arriver un petit peu plus avec cette mentalité-là quand ils achètent des immeubles neufs ou presque là, dans le multilogement. Absolument. Pas un mois savoir que l'usure aussi soit normale, soit un peu plus accélérée quand tu as un immeuble de 3 ans versus un qui en a 40 ans. La vision est différente aussi. Tu sais, pourquoi exactement, je ne sais pas pourquoi il y a un peu de moisissure ou l'humidité à telle place. Il y a moins de risques que le temps ait affecté ton immeuble. Je comprends. La vision de l'investisseur va être différente. OK, parfait. Je pense que j'ai une autre question. Anthony Dupalo. Dans le programme de logement abordable, on a des restrictions sur les loyers. Quelle est la durée des restrictions? Peux-tu expliquer un peu plus sur ce sujet? Connaissez-vous ça? Oui, le logement abordable, les restrictions sur ton loyer, c'est 10 ans. Parfait. Donc, dans le passé, la CHL, le logement abordable, c'est un programme de la CHL. Dans le passé, la CHL regardait presque pas ça. Donc, tu fais adhérer au programme. Donc, tu avais des subventions pour différents soft costs, si on veut, là, comme les tests de sol, les évaluations du seuil, qui étaient subventionnés jusqu'à la hauteur de, je crois de mémoire, c'était 250 000. L'approbation va en fonction du projet aussi également. Puis, les conditions étaient beaucoup moins serrées. Donc, tu pouvais financer, exemple, un immeuble dans ce programme-là. Donc, tu étais financé jusqu'à 90% avec des loyers 10% en bas du marché ou à peu près. Mais tu pouvais le garder pendant ton premier terme de 5 ans. Après ça, c'est fini. Mais là, maintenant, même si tu as un terme de 5 ans, il faut que tu gardes ces loyers-là pendant 10 ans. Parfait. C'est pas vraiment un avantage d'aller chercher ces loyers-là dans des immeubles neufs. Parce que le neuf, en partant, tu as 5 ans où ce que tu peux jouer avec tes loyers comme tu veux pour ajuster au marché. Ça dépend encore de Quand ton tu te secteur. trompes, l'année d'après, tu peux l'augmenter de ce que tu veux. Ça dépend de ton secteur, de ta demande, si les clients, etc. vont s'apprêter à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas des loyers fixes pendant 10 ans. C'est ton pourcentage en deçà du marché. Tu devrais être toujours 10% en deçà du marché. Donc tes loyers vont augmenter dans le temps minimum, pareil comme un immeuble neuf ou existant. Parfait. On a Frédéric Macaille aussi. Selon vous, comme investisseur, avez-vous plus d'avantage d'y aller vers des immeubles en livraison ou encore sur plan une fois la construction complétée? Bon, c'est pas clair, là. C'est une bonne question. Ça peut être l'équivalent, dépendamment. C'est sûr, territoire égal. C'est à peu près la même chose, au fait. Ça revient pas mal au même, les deux. La fois, c'est ton immeuble sur plan. Il va prendre la valeur dans le temps. Oui, exact. Si tu t'entends pour un montant aujourd'hui, puis qu'il y a 6, 8, 12 mois de construction à faire pour les plus gros immeubles. Mais souvent aussi, peut-être au niveau du financement puis du rendement, c'est lorsque c'est toi qui le bâtis, disons que tu as ta licence à RBQ, c'est toi qui gères le projet, c'est toi qui gères les coûts. Donc, tu vas peut-être revenir un peu moins cher que de l'acheter sur plan, puis que c'est le contracteur qui te le vend à la livraison du projet. Le contracteur va garder un pourcentage. Bien évidemment, là, il va se prendre son profit. Là. Parfait. Christian Taillot qui nous dit: est-ce qu'il est judicieux de commencer à investir dans l'immobilier en achetant de l'immobilier neuf ou récent? Est-ce que ça peut être une bonne stratégie?
pense que oui. C'est toujours une question de chiffre. La réponse encore. Ça dépend de la mise de fonds que tu as disponible puis les sous que tu as Oui, ton implication aussi. Puis un professionnel qui est très occupé, il est peut-être mieux d'aller vers du neuf. Quelqu'un qui a plus de temps et qui veut maximiser, récupérer sa mise de fonds rapidement, ben, il va aller vers du vieux parce qu'il y a peut-être plus de potentiel à maximiser. Ouais, on voit beaucoup de. Actuellement, il y a quelques investisseurs assez jeunes qui se mettent ensemble puis qui font un portfolio. Donc, ils achètent ensemble, ils capitalisent ensemble. C'est des jeunes professionnels. S'ils ne connaissent pas nécessairement en rénovation ou en gestion de locataires, ils vont avec ce produit-là. Ça dépend vraiment de la personne, de son expérience, de son temps, de sa capacité financière à injecter aussi. C'est quoi vos pronostics, vos projections par rapport aux ventes d'immeubles neufs ou récents? Au fait, avec toutes les mises en chantier, juste qui se sont faites en 2017, c'est une vague qui commence. Nous, on projette déjà qu'une bonne majorité de nos ventes, juste en 2019, là, vont être beaucoup sur les immeubles 2010 en montant. Good. Ça va être une grosse part du marché tranquillement qui va gonfler. Absolument. Parfait. Comme il y a de plus en plus de gens qui se bâtissent, ces gens-là ne conservent pas nécessairement tout leur immeuble. Ça, ils vont en vendre aussi, donc il va avoir un inventaire plus grand d'immeubles neufs. C'est ça, plus que l'inventaire est grand, mieux que c'est pour l'acheteur aussi, parce qu'il y a de la compétition un petit peu plus, puis les prix risquent d'être un peu moins élevés. Exactement. Donc, j'ai une question de Martin Corriveau. Si un entrepreneur en construction débutant engage un homme avec de l'expérience pour gérer un projet de construction d'un multiplex neuf, est-ce que c'est plus facile pour passer le financement avec la SCHL ou une institution financière? Ça fait partie du package. Ça fait un peu la question qu'on avait tantôt. L'expérience va rentrer en ligne de compte, donc tu as beau avoir ta licence, mais si c'est toi qui gères le projet, mais il n'y a pas d'expérience, la SCHL ou l'institution financière va être moins à l'aise. Mais si tu engages un général, puis tu travailles pour le général, donc lui te sous-traite, le général a de l'expérience bien évidemment, le risque est beaucoup moindre. Ouais. Bruno Ferron, comment trouver ce type d'immeuble et deal? Prospection, reprise de finances, agent immobilier? Ben moi je vous dirais appeler PMML, appeler Thierry. Mais sinon, on va les retrouver où ces deals-là? C'est un marché qui est émergent. Donc c'est un nouveau marché. On apprend à les trouver. Là. On apprend. Donc les contracteurs vont commencer à les mettre sur le marché. Nous, on en a mis plusieurs en marché là, dernièrement. Parfait. Je pense que c'est une question de s'informer. Le premier réflexe qu'il devrait avoir, c'est justement d'avoir un courtier comme Thierry qui est spécialisé là-dedans, qui va bien les guider. Mais par rapport au secteur où on veut investir, de voir c'est qui les promoteurs qui sont dans le coin, de voir quel type de produits qu'ils font, d'aller les voir, soit ils vont en vendre, des fois ils vont en garder, comme on mentionne depuis tantôt. C'est d'aller voir aussi les promoteurs. C'est voir aussi la qualité que tu veux payer. C'est comme n'importe quoi. Ben oui, tu vas te promener en Tesla, tu vas te promener en Volkswagen, tu vas te promener en Hyundai, il va y avoir une différence. Absolument. Puis on a Sylvain Descoteaux qui nous dit, est-ce qu'il faut mettre un minimum de mise de fonds dans le neuf, dans le plus récent? Est-ce que c'est différent que dans la construction? Tantôt, tu disais, des fois on peut aller à zéro, c'est une belle expérience si tu as un projet qui s'y prend. Dans le neuf récent, est-ce que c'est la même mise de fonds? On disait qu'on avait des termes plus longs, mais la mise de fonds comparativement du plus vieux? Au fait, on arrive vraiment à cause de la valeur locative, puis en allant chercher les outils financiers qu'Alexandre, par exemple, peut offrir, en allant sur du 40 ans d'amortissement, 10 ans de terme, on arrive à se rapprocher de la valeur économique. Okay. Quand on est en région, plus on s'approche de la ville, des fois, il faut payer une petite surprime, mais elle va être équivalente à un produit usagé. Ben, la mise de fonds va toujours rester la même, c'est-à-dire que selon les standards, ça va être 25% conventionnel, 15% SCHL par rapport à la valeur économique toujours et non le prix payé. Donc la différence entre la valeur économique et le prix payé, il faut l'assumer. Ce que Thierry mentionnait, avec des produits financiers avec SCHL, donc un amortissement 40 ans et aller sur un terme de 10 ans, permet de combler un peu plus cet écart-là ou de la réduire du moins puis se rapprocher dans du neuf du prix payé. Good! Mais les mordus, je pense que ça conclut notre intervention. Avez-vous un mot pour conclure? Statistiquement, 46% des constructions cette année, c'était du locatif. 46% locatif. Donc, c'est vraiment un marché en émergence. Oui. Donc, ça va se construire durant l'année. Probablement qu'à partir du printemps prochain, l'automne prochain, on va en avoir de plus en plus. Puis, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur le marché, selon toi? Plus d'offres, au fait.
plus d'offres, donc les prix vont diminuer. Oui, puis les Donc. acheteurs vont commencer à migrer tranquillement, pas vite, de l'usager vers le neuf. Donc, disons que je voudrais vendre mon usager, Oui, c'est le bon moment. absolument. Est-ce que tu as 3 contrats de courtage? Ils sont prêts, sont dans mon J'en ai bureau. 3 à vendre. Parfait. Hey, je vous remercie, messieurs. Ça a vraiment été Merci, valeur Jacinthe. ajoutée Merci, solide ce Merci. soir. J'espère que vous avez trippé. Merci, Mardi. Je fais mes derniers rappels rapidement. Les costards, je vraiment dit les costards, j'ai jamais dit ça de ma vie. je suis drôle le soir. Donc, Bienvenue à les 19%. vestons, gracieuseté de M2. Donc, vous regardez les photos du 5 à 7, tout le staff était gracieusement habillé par M2, boutique M2. La faculté, 1er décembre, on a la chance de parler encore pendant 3 ans. C'est l'après-midi, je pense que vous êtes là. Le matin, Je ne l'ai pas l'après-midi? confirmé. OK, je vous confirme ça lundi. L'avant-midi. L'avant-midi? Bon, l'avant-midi, Alexandre va être là avec logement. Christian. 2 formateurs en même temps. Ce qui est le fun avec la faculté, les formateurs, c'est des professionnels de l'immobilier qui viennent vous montrer leurs compétences. Super important. Ce soir, 5 à 7, Houston à Laval. Nous, on termine ici. Le bureau de PMML est juste à côté du Houston. Donc, on descend là-bas en vitesse, puis on s'en va manger avec toute la gang. Vous pouvez venir nous rejoindre si vous voulez. On va être là encore un petit bout de temps. Puis, party de Noël. Trouvez-vous une belle tuque originale de Noël. Venez nous rejoindre le 5 décembre au restaurant La Guillotine à Boucherville pour un 5 à 7 incroyable. Là-dessus, je vous dis merci. D'habitude, j'ai une petite phrase. Je vais lire mon petit post aujourd'hui. Il y a des gens qui voient le verre à moitié vide, d'autres qui voient le verre à moitié plein. Moi, mon cerveau, il pense à comment le remplir. Pensez à ça, la gang. On se revoit la semaine prochaine, même poste, même heure. C'est pas vrai, c'est pas même poste. La semaine prochaine, en direct du Mexique. Oh, on va être exotique la semaine prochaine. Faites attention à vous. Bonne semaine à tous. Prospectez, achetez des immeubles.